Tu es en panne. Parce que je n'ai pas allumé. Ça commence bien. Voilà. Donc je suis Rosalie Interluzzi, la cofondatrice et la présidente de NextWise. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Je ne peux pas commencer sans remercier l'ensemble des sponsors et des partenaires sans qui vous et nous ne serions pas là ce soir. Un certain nombre nous ont fait le plaisir d'être présents parmi vous. Vous aurez l'occasion pendant le cocktail de pouvoir discuter avec eux. Et étant donné que la soirée va être très riche, puisque nous avons 3 tables rondes et qu'on va vous parler de comment fonctionne le challenge, des nouveaux critères de sélection, des récompenses financières et autres, je vais tout de suite donner la parole à notre première table ronde. Et pour cela, je vais appeler M. Éric Pignon, qui est donc président d'honneur de l'AFG, mais également qui nous a fait le plaisir de renouveler son mandat en tant que président du jury de la 4e édition du Next Challenge. Martine Carré-Talon, professeure d'économie, mais pas que, directrice du magistère d'économie BFA, directrice de la mention EIF, économie et ingénierie financière, et également Florence Corne, qui est adjointe à la direction des relations avec les épargnants de l'AMF, qui vont nous parler donc de la grande histoire d'amour entre NextWise et l'AMF, l'AFG et tant d'autres depuis 2021. Donc je vous laisse parler et je reviens. Merci beaucoup. Alors, je vais faire juste un tout petit rectificatif, mais Yannick Le Pen a pris la direction de la mention UNEF. Donc voilà, bravo Yannick. Mais c'est vrai que je l'ai fait pendant un moment, mais là maintenant, j'ai passé le relais à Yannick, qui a à cœur de développer le programme, et en particulier sur l'international. Alors, NextWise, une longue histoire maintenant, des années filent, et peut-être que voilà, je vois plusieurs fidèles dans la salle, mais quelques nouveaux visages, donc peut-être pour eux revenir un tout petit peu sur le début de cette aventure. Donc le tout début, c'est en plein confinement, en 2020, derrière les écrans Teams, avec côté Dauphine Serge, qui va monter sur cette estrade dans quelques minutes, qui va vous donner sa vision à lui de ces moments connectés derrière Teams. Et avec Serge, on avait envie, tous les deux, peut-être aussi le confinement aidant, mais on avait de façon plus structurante et plus fondamentale, au-delà d'avoir un outil connecté à distance, on avait envie de développer des projets pédagogiques innovants, de nouvelles formes de pédagogie. Et cette nouvelle forme de pédagogie, on avait commencé à réfléchir ensemble sur le jeu en pédagogie et sur le learning by doing. Donc il y a cette célèbre citation, je la dis parce que je sais que j'aime bien. Alors je la ressors pour être sûr de bien la dire. Donc qu'on attribue, mais sans en être sûr, à Benjamin Franklin, qui va nous dire beaucoup de choses dans sa vie. Donc c'est Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Donc concrètement, dis-moi et je m'empresserai d'oublier. Apprends-moi et je me souviendrai, mais si tu m'impliques, alors là j'apprendrai. Et donc ça, c'est une phrase qui nous a marqué dans cette idée que transmettre des connaissances, c'est bien, mais qu'à un moment, il faut que les étudiants puissent se sentir acteurs, s'emparent des sujets, passent par eux-mêmes. Et je pense que peut-être à l'origine de ce projet, c'était vraiment ce triptyque. Premièrement, faire par soi-même. Deuxièmement, expliquer. Et troisièmement, rencontrer. Donc peut-être pour développer un tout petit peu plus ce faire, on avait envie effectivement que les étudiants soient acteurs de leur portefeuille et puissent appliquer les notions vues en cours dans leur propre gestion, puissent faire des erreurs, s'en rendre compte concrètement et du coup apprendre de façon très concrète
revenir peut-être du coup sur leur cours pour se dire, mais quand même, voyons voir d'un peu plus près, et on trouvait que ce va-et-vient était extrêmement intéressant. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Nous avons une salle Bloomberg à Paris-Dauphine, on en est très très fiers. Mais là, justement, période de confinement, c'était très difficile d'y avoir accès. Et puis, on avait envie justement de dépasser les murs de Dauphine dès le départ et de pouvoir créer un outil où il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une salle Bloomberg. Une fois qu'on avait posé cela, c'était intéressant. Mais magie de l'histoire, on rencontre sur notre chemin Roxana et Aldo, que je n'ai pas encore vu. Il n'est pas là, Aldo, voilà. On nous regarde. Canada. Ah, et voilà, vous arrivez en nous disant, mais nous, cet outil, on l'a. On l'a appelé NextWise, c'est une plateforme, on a accès à des données, Euronext, et on a toute clé en main. Pour justement que les étudiants puissent s'emparer du sujet, puissent créer un portefeuille et puissent faire par eux-mêmes. Donc, à partir de là, les bases étaient posées et puis on a commencé donc, ces réunions Teams pour échanger et au fil de nos discussions, le projet s'est affiné. Déjà parce qu'on avait cette conviction tous ensemble que faire c'est bien, mais ça ne suffit pas. Par exemple, j'ai un collègue italien de la Banque centrale italienne qui avait commandé une enquête, un ménage, sur les épargnants et les investisseurs individuels, et il leur demandait un peu la performance de leur portefeuille et le temps par jour qu'ils passaient à s'occuper de leur portefeuille. Et quand ils ont fait une régression toute simple, il n'y avait rien qui sortait. Mais rien qui sortait, c'est-à-dire, il y en avait qui passaient pas beaucoup de temps, qui étaient hyper bons, d'autres qui passaient leur journée, qui étaient très mauvais, les malheureux. Et donc, on a cette conviction que il faut pas la finance c'est compliqué. Voilà, c'est bien de le savoir. Et on est là aussi pour passer ce message. Et que effectivement, il y a quelques petites bases à connaître et il y a besoin d'enseignement derrière. Et à partir de là, c'est vrai que la richesse de cette plateforme, c'est pas simplement un accès à des données Euronext et puis des petits outils pour construire des feuilles Excel derrière pour construire son portefeuille, c'est bien plus que ça. Et c'est dans le bien plus que ça que c'est particulièrement intéressant, avec justement des outils à disposition pour gérer les risques, donc comprendre cette prise de risque, comprendre le rôle de la diversification, des outils pour se renseigner. L'AMF a été partenaire dès le début, apporte énormément de compléments d'information, d'éducation financière, et ce rôle de l'information, en fait, est clé. Et dans la pédagogie, il y a eu, dès le départ, cette idée qu'il fallait, non seulement, effectivement, il n'y a pas de secret, il passe du temps, mais en disposant des bonnes informations. Donc, comment trouver les bonnes informations, comment aller aux sources, et tout ça, fait partie du projet NextWise. Et je sais que maintenant, il y a même des instituts, des universités, où les cours s'emparent de notre projet pour s'en servir vraiment dans le cadre du cours. C'est-à-dire qu'il y a la partie connaissance transmise, la partie application qui est réalisée, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et encore merci pour proposer cet univers. Alors, au-delà de cet accès à l'information, à cet aspect pédagogique de gestion du risque, ce qu'on a trouvé tout de suite extrêmement intéressant, c'est cette mise en situation, donc cette idée de faire, mais de faire avec l'idée de ne pas simplement être l'épargnant individuel, même si c'est déjà éminemment important, on peut en reparler sur l'importance d'épargner tôt dans la vie de chacun, qui devient de plus en plus cruciale, étant donné les évolutions démographiques en particulier. Mais, les moyens d'État. Et voilà, on va y revenir. Mais également, au-delà de cet aspect-là, de se mettre dans la peau d'un gérant.
avec la formation d'un club d'investissement. Et ça, je dois quand même le reconnaître, c'est quand même l'idée de Serge, hein, qui n'écoute pas de cette idée de se mettre dans la peau d'un gérant en formant des clubs d'investissement, parce que toujours dans cette idée de pédagogie, on apprend aussi, évidemment, je prêche pour ma paroisse des enseignants, mais également de ses pairs. Et dans ces échanges, c'est extrêmement intéressant au sein d'un club d'investissement, dans ces discussions, dans ces échanges permanents qu'il y a entre les jeunes. On a au fil du temps des retours, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Et ça, ce côté-là était extrêmement intéressant. Mais ce n'était pas celui qui a retenu le plus mon attention. Moi, celui qui a retenu le plus, a le plus retenu mon attention, et on arrive au deuxième mot, la séparation, parce qu'elle était 3 mots. On arrive au deuxième mot du triptyque, expliquer. Parce que effectivement, ce qu'on avait envie, c'était pas simplement un jeu de portefeuille type classique où on pourrait, bon, si j'étais très malveillante, on dirait presque un jeu casino, bah, où voilà, avec un peu de chance, si on mise sur les bonnes actions, on va avoir un bon rendement qui en remporte en ayant choisi ses actions avec des fléchettes sur un mur. Mais c'est pas du tout ça l'idée, on l'a compris, cette composante pédagogique est pour nous essentielle. Et pour s'en assurer, le mieux, c'est ce côté expliquer. Et effectivement, quand on est un gérant, quand on nous a confié des fonds, il faut être capable d'expliquer à ses clients ses choix. Pourquoi on a fait telle stratégie, ce qui veut dire qu'il faut en avoir une déjà de stratégie. Donc, pourquoi on a eu cette stratégie, pourquoi elle a bien fonctionné, pourquoi elle a moins bien fonctionné, mais pourquoi ça pouvait quand même être intéressant justement dans la prise de risque que l'on souhaitait, pourquoi elle s'accorde à nos convictions. Là maintenant, il y a l'ESG qui fait son entrée en force, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Et donc, dans cette capacité d'expliquer, là aussi, pour reprendre ce thème de l'importance de la pédagogie dans ce jeu, c'est que, en tant qu'enseignante, je suis convaincue qu'on ne sait expliquer que ce qu'on a compris profondément. Et cet exercice de devoir expliquer est extrêmement pédagogique et intéressant. Apporte énormément au jeu avec des pitch battles qui donnent quand même une très belle tribune aux étudiants qui peuvent expliquer donc leur stratégie, mais aussi, donc j'arrive au troisième mot du triptyque, rencontrer. Alors peut-être aussi parce que ce jeu a été conçu en plein Covid, derrière chacun chez nous nos écrans, mais tout de suite on a eu envie de créer des rencontres, et des vraies rencontres. Donc il y a certainement évidemment les rencontres numériques, parce que c'est quand même une plateforme, et donc vous avez vos amis de votre club d'investissement, mais l'idée c'est apprendre par ses pairs de façon beaucoup plus large, et donc de pouvoir apprendre de notes de conjoncture de personnes que vous ne connaissiez pas et que vous allez apprendre à connaître par la force du numérique dans toute la France. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais des rencontres physiques comme on a ce soir, comme on va pouvoir se retrouver juste après autour d'un verre, qui peut permettre aussi voilà, de dériver les plus timides d'entre vous qui n'osent peut-être pas forcément écrire un mail à un professionnel que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas sûr de savoir comment ça va être reçu. Là, vous allez pouvoir facilement les rencontrer, ils sont là pour vous, ils viennent pour vous, et pour échanger avec vous. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux d'apprendre non seulement par les enseignants, non seulement par tous les outils disponibles, non seulement en échangeant avec ses camarades et ses pairs, mais également en rencontrant des professionnels de grande qualité. Et ça, je pense que c'est peut-être l'aspect le plus crucial de ce jeu. Je passe la parole à un vrai professionnel, du coup. Non, c'est toi la professionnelle dans ces murs. Moi, merci Martine, merci à tous d'être là. Non, moi je vais vous poser ce que Martine sur 3 points aussi, comme ça, à essayer de faire thèse, antithèse, synthèse, comme on est dans les grandes écoles, j'ai commencé à faire des grandes écoles. On est dans une situation où je pense que ce qui est intéressant dans
dans le projet NextWise qui a été initié à Dauphine et qui s'est beaucoup élargi, puisqu'aujourd'hui, bon, alors vous êtes beaucoup d'étudiants de Dauphine ce soir, parce que nous sommes dans vos murs, mais vous savez, enfin, ça n'y reviendra sûrement, il y a beaucoup plus que Dauphine depuis maintenant la deuxième année. Moi, j'ai succédé à Xavier Lépine, un grand professionnel entre des placements immobiliers. Vous allez me dire, c'est pas la période de parler d'immobilier. Enfin, malgré tout, c'était sa spécialité. Il a beaucoup travaillé sur le Grand Paris et tout. Je pense que ce qui est très intéressant pour l'AFG, que j'ai le plaisir de présider et que je préside de façon d'honneur, mais avec surtout une activité éducation financière qui est toujours conservée, et où je travaille avec l'AMF, avec tous les acteurs, c'est que, comme ça a été dit, et je ne vais pas paraphraser par un Franquin moi non plus, mais je pense qu'on a un défaut depuis quelques années, c'est que quand on vous récupère à la sortie de ces magnifiques formations, après 5-6 ans, puisqu'il y a ici une année de césure, vous êtes en M2, après 6 ans post-bac, vous êtes dans une situation où nous croyons supposer que vous avez été formé, vous savez tout et vous connaissez tout. Alors, c'était vrai, je ne doute pas que les professeurs ici présents vous font très bien, mais malgré tout, je pense que nous, les professionnels, quand on nous embauche, on ne prend plus assez de temps pour vous expliquer le métier que nous faisons. L'intérêt du projet NextWise et les challenges, qui est du challenge elle-même, mais c'est justement de compléter avec, comme Martine a très bien expliqué, cet échange permanent entre les professionnels et autres. C'est pas pour autant, et je vais probablement, vous avez un scoop puisque je lancerai ça la semaine prochaine, je lance le club éducation financière, j'en parlais tout à l'heure avec Florence, j'en ai parlé avec la nouvelle directrice de l'AMF sur les épargnants. Je lance un club d'éducation financière au sein de l'AFG où je vais essayer de montrer qu'il faut faire 3 choses pour les sociétés de gestion, ou les asset managers, comme on dit en anglais. C'est de connaître ses clients, les sujets de CRM et autres qui font partie de la formation. C'est de faire comprendre les produits que nous vendons, ou les services que nous vendons. Nous ne vendons pas que les produits, nous ne sommes pas que les vendeurs de produits. Et ça veut dire, j'y reviendrai, qu'il faut connaître les émetteurs, qui sont en partie, Roxana les a déjà évoqué rapidement tout à l'heure, de ceux qui permettent que ce challenge ait vu le jour avec le soutien d'Euronext, que nous n'avons pas cité. J'y reviendrai dans quelques minutes. Et puis enfin, la troisième partie, et une partie très importante, c'est celle effectivement de toujours bien expliquer aux clients pourquoi vous faites ça, dans quelle destination, comme je me prête à dire. Et je crois que ce qui est très intéressant dans ce projet NextWise, avec ce challenge, c'est, alors, vous allez regretter peut-être qu'il n'y ait pas assez de non-côté, comme on dit dans le monde moderne, donc du private asset, tout le monde dit private equity. Pour votre culture, ceux qui sont encore en études, on fait beaucoup plus de private fixed income, pour parler anglais, c'est-à-dire d'obligation, que d'equity dans le monde moderne. Enfin, peu importe. On ne fait peut-être pas assez de crypto-actifs, on ne fait peut-être pas assez de placements, je ne sais quoi, long terme, puisque dans l'option qui est offerte par la challenge, ça sera réévoqué par Roxana, je pense, vous avez cette année une bonne nouvelle, c'est qu'on élargit l'univers, au sens planétaire du terme, puisque Euronext vous ouvre d'autres marchés que ceux qui étaient déjà là les 3 premières années. Mais c'est très important pour moi, et pour l'AFG et pour nous, je pense que Martine a très bien dit, que vous viviez, ceux qui vont participer à ce challenge, vous viviez une expérience de vraie vie. De vrais investissements. Je vais laisser Florence tout à l'heure parler certainement des retours qui parfois peuvent faire des mauvaises surprises sur les currencies par exemple. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais enfin, si tu n'en as pas parlé, on en parlera peut-être au pot. Mais il y a quelques arnaques. J'ai participé moi-même à une présentation avec l'AMF sur quelques arnaques où des gens très sympathiques, relativement riches et qu'on croyait plutôt compétents, se sont fait arnaquer. Qui, les professions libérales, qui, effectivement, ce qu'on appelle les TNS, qui se font proposer des placements pas très intéressants. On a fait toute une présentation là-dessus, avec l'AMF, qui a eu un grand succès, je crois, enfin, pas parce que j'y étais, parce que c'était bien fait, mais non, mais je dis ça en bout. Donc voilà. Donc, moi, mes sujets de ce soir, on va passer la parole à Florent, justement, c'est l'AFG, elle souhaite une chose, c'est de vous permettre de voir, de croiser les professionnels, ça a été dit par Martine, dans les pitch battles, donc il y en a 4, si c'est bien ça, je sais pas, parce que les présidents ne savent pas toujours tout, mais
mais donc il y en a 4, dont un qui aura lieu le 25 mars à l'AFG, en plus de celui qui aura lieu chez Orange au début, ça tu vas le redire. Mais je parle de celui du 25 mars, non pas parce qu'il est à l'AFG, mais parce que cette année, nous avons prévu pour ceux qui s'y déplaceraient, et je vous le dis, et faites passer le message à vos amis qui sont dans le challenge, c'est pas que ceux qui sont qualifiés pour les pitch battles qui doivent venir au pitch battle. Je l'ai toujours dit, chez Orange, on a un grand espace qui accueille beaucoup de monde, à l'AFG c'est un peu plus petit, mais enfin malgré tout, on peut avoir des gens parce qu'on veut, et c'est ce que j'ai demandé en acceptant cette deuxième année de présidence pour cette 4e édition de la challenge, que comme Martine l'a dit, ça soit un côté game, enfin un jeu, club d'investissement, pour rien ce qui a été dit, mais que ça soit aussi une grosse partie éducative. Éducative pourquoi? Parce qu'il faut que vous arrêtiez de croire qu'on gagne de l'argent simplement en se baissant, c'est pas si simple, qu'à chaque fois que vous achetez, vous pouvez croire que vous allez systématiquement gagner, c'est pas si simple, et troisièmement, ce qui n'est certainement pas simple, et j'allais dire, si je disais le contraire, ça voudrait dire que l'ensemble de ma profession et les gens que j'ai eu le plaisir de présider, ça ne servent à rien, c'est que si vous payez des gens pour gérer pour vous, parfois, je ne dis pas vous, mais vous serez peut-être des acteurs de sociétés de gestion, c'est que vous pensez que vous avez une valeur ajoutée. Il y a même une réglementation qui est en cours qui s'appelle Value for Money au niveau européen, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais comme je le dis en boutade, si on parle de Value for Money, il faut d'abord parler de value, de valeur ajoutée, plutôt que de monnaie versus le prix que ça coûte. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ces formations, avec ce challenge et avec NextWise et les montages et les accès à toutes les informations qu'on vous donne, c'est une formation complémentaire qui va vous permettre, à la fin de ces études, encore une fois, Bac plus 5, Bac plus 6, suivant les structures dans lesquelles vous faites votre Master 2, effectivement, d'avoir un vernis supplémentaire. Je dis un vernis, c'est un mot qui est utilisé à mon vieillage souvent comme étant quelque chose qui peut craquer, c'est pour ça qu'on parle de vernis. Le vernis est quelque chose qui peut se casser. Mais ça veut dire que vous aurez des bonus, vous aurez des plus, vous aurez des compétences complémentaires, mais qu'il va falloir remettre le jour où vous serez embauché, je ne sais où, par effectivement de l'expérience et de l'expertise. Mais si vous avez cette expérience, ce partage, Martine a parlé, c'est un point important. L'autre point que Martine a commencé à évoquer, c'est celui de la prise de conscience de chacun d'entre vous, et là je dis ça tous ceux de la salle, quels que soient nos âges respectifs, c'est que gérer son épargne, j'insiste sur le mot épargne, parce qu'on parle beaucoup de gérer le capital, on a une connotation politique en ce moment dans beaucoup de sujets. Ce matin, vous avez entendu qu'il y avait des projets de taxation de certains hauts revenus, comme on dit, mais je ne vais pas faire de politique ce soir, mais on parle de gestion d'épargne pour compte de tiers. L'épargne, ça commence à 1 000 €, ça commence à 10 € par mois, placé régulièrement pendant 40 ans. C'est pas soit je gagne un million de demain, parce que tout le monde souhaite, moi j'ai le billet, c'est moi qui gagne, mais en imaginant que vous ayez également le billet, vous allez croire que vous allez gagner 160 millions, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a très peu de gagnants, et en tout cas de cause, il faut faire des placements long terme. Nous avons beaucoup travaillé avec l'autorité des marchés financiers qui nous a aidés sur ce sujet éducation financière des placements long terme. J'ai fait moi-même la semaine dernière à Lyon dans une conférence, une partie de mon speech était le placement long terme permet de faire des performances meilleures plutôt que le placement court terme. Alors, ça n'engage que moi, mais je peux vous montrer les chiffres qui confirmeront ça. C'est très difficile, là je crois des mots encore une fois anglo-saxon, je m'en excuse, mais faire du market timing ou faire du scalping de marché, c'est pas simple. Donc on est dans une situation où il faut commencer à faire de l'épargne, il faut commencer à faire de l'épargne intelligente à court, moyen et long terme, mais si vous faites du long terme, nous avons mis en place, nous avons fêté il y a quelques jours le 3e anniversaire de la mise en place de ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, le PER, qui est ouvert à tout le monde, sous forme de compte titre ou d'assurance vie, mais qui permet à tous les acteurs, dès leur plus jeune âge, de mettre de l'argent de côté. Alors, vous allez me dire, vous êtes gentil, Eric, mais vu ce que je gagne au début de ma carrière, je n'ai pas les moyens de mettre un centime de côté, même que les moyens m'en manquent. Effectivement, je le sais, je vous rassure, on a tous le sentiment qu'on ne gagne jamais assez d'argent, quelles que soient nos carrières respectives. Mais on est dans une situation où ces placements long terme, ces typologies de placements, on va essayer, en complément de mes challenges et des placements que vous allez faire dans vos portefeuilles respectifs, individuels ou collectifs, puisque vous le savez, quand ça y reviendra, vous pouvez le faire de façon individuelle ou collective, vous allez découvrir des marchés,
Et là, je remercie de nouveau nos amis émetteurs qui sont les sponsors de ce challenge, c'est qu'ils vont vous donner accès, alors, de plus en plus de gens, certains dans la salle ont cette vocation maintenant, qui vous donnent accès à l'information. L'information qui va être diffusée par Nextwise, qui va vous permettre de mieux connaître la société. Parce que connaître la société, c'est pas uniquement voir son cours de bourse, savoir si elle a monté ou si elle a baissé hier ou la semaine dernière. C'est de savoir si elle fait, ça a été évoqué par Martine également, des placements, ce qu'on appelle le sustainable, c'est-à-dire le durable, que certains intitulent l'ESG, que d'autres labellisent sur le label ISR. Peu importe, là je vous donne des choses techniques, peut-être la moitié d'entre vous ils disent des trucs que je ne comprends rien, mais le sujet le plus important, c'est de se dire que oui, les gens qui sont là ce soir, qui en toute état de cause participent à des challenges, ont envie de vous faire connaître leur maison, leurs valeurs, leur entreprise, pour vous montrer que investir, je lâche le mot puisque c'est une société qui est parfois un peu décriée, Total Energy n'est pas un mauvais extracteur de pétrole au fin fond de je ne sais où. Total Energy fait des projets sur les batteries, fait des projets sur les énergies de substitution. Alors après, on peut discuter de tout ce qu'on veut. Moi, je crois qu'il faut faire, ça c'est une position ALG importante et des asset managers, il faut faire de l'aide à la transition et pas uniquement de ce qu'on appelle de l'exclusion, parce que souvent de l'exclusion, vous n'accompagnez pas les gens et vous les financez plus. Donc tout ça, c'est des choses que je voudrais en tant que président, je me permets de personnaliser la demande, mais en tant que président, mais on est tous d'accord, Oksana et Aldo qui n'est pas là, Martine et Florence, et on en a parlé longuement, et l'ensemble du jury de Next Challenge, que vous appreniez ces choses-là, que vous découvriez ces choses-là. Et enfin, j'ai été trop long, mais je vais juste terminer par deux choses. Nous avons en parallèle de Next Challenge mis en place il y a quelques années au sein d'un organisme qui s'appelle le Centre des professions financières, qui est aujourd'hui présidé par l'ancien président de l'AMF, M. Robert Hoffel, un mémoire. Nous sommes à la 40e année, mais compte tenu des crises, non pas des guerres, comme dans certains cas, mais des crises qu'on a connues, nous sommes au 36e concours des mémoires, concours qui est ouvert à tous vos étudiants. Je pense que vous passez ce message au sein de cette université, mais je vous le dis à chacun. Je crois que le dépôt des mémoires est prévu pour fin décembre. Et nous le ferons grâce à Serge et à Dauphine le 27 novembre, non pas dans cette salle, parce que nous espérons être entre 7 et 800 personnes, même si ce soir nous sommes très nombreux, ou dans l'amphithéâtre qui s'appelle, je ne sais jamais, Amphi 8. À l'Amphi 8, Amphi 8 pour ceux qui connaissent. Donc le grand amphi, nous ferons le 27 au soir une réunion avec le Centre des professions financières qui est ouverte à toutes et à tous, qui est gratuite. Il y a des gens qui paieront le cocktail et qui payent le reste. Et ce qui est intéressant dans cette réunion, pourquoi je vous en parle, c'est que le thème sera innover face à l'urgence écologique. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, nous n'allons pas, nous les financiers, nous les asset managers, nous défendre de faire bien les placements pour les clients qui nous font confiance. Nous allons laisser des acteurs venir nous expliquer pourquoi, il y a certains climato-sceptiques qui ne croient pas, mais pourquoi le monde qui nous entoure évolue. Qu'est-ce qui se passe? Avec en plus un retour très intéressant, puisque, comme vous le savez, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la COP. Alors là, c'est la COP 29. Depuis 2 ans, on peut en rire ou se poser la question, a lieu dans des zones un peu bizarres, puisque l'année dernière c'était à Dubaï et cette année c'était à Bakou. Mais malgré tout, encore une fois, je vais le dire juste avant, le mieux c'est qu'on fasse de la transition. Donc on laisse aux gens qui sont peut-être pas les plus purs le soin de nous montrer qu'ils ont envie de se purifier. Mais donc voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant toute l'année qui va nous emmener jusqu'en avril, c'est ça, avril 2025, je vous reparlerai de ces sujets éducatifs, je vous reparlerai de ces sujets de sustainable ESG, parce que nous pensons, et nous travaillons beaucoup avec les autorités françaises, avec l'autorité des marchés financiers de France notamment, sur il faut que les placements soient de plus en plus effectivement expliqués, compréhensibles, mais surtout transparents dans leur démarche. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais les 3 mots que je voudrais vous retenir, c'est oui, il y a un jeu, et avec des prix, donc jouez au mieux, et je vous souhaite à tous d'être les meilleurs, puisque il y a quand même, pour passer aux vacances de l'été 2025, un petit ticket à la sortie, tu y reviendras sûrement, donc ça fait toujours plaisir. Je dis ça sur le contrôle de notre ami à droite qui va parler dans pas longtemps, qui est beaucoup de choses. Je crois que tu as gagné à titre individuel et collectif toi l'année dernière.
Donc il a touché 2 chèques. Alors, je me demanderais combien il a touché, mais il était très bon. Donc je dis ça parce que je l'ai suivi de près. Mais indépendamment de ça, la deuxième chose, c'est profitez-en pour partager avec nous et apprendre des choses et nous poser des questions. À moi, tous les gens qui participent au jury, c'est-à-dire les émetteurs, l'autorité du marché et bien sûr vos professeurs. Et puis enfin, et ça je crois que c'est la chose la plus importante, parlez-en à vos amis, à vos copains, parce que ce qui n'a pas été dit par Martine, si je peux me permettre de compléter, c'est qu'il faut se soucier de connaître les clients, il faut se soucier de faire un bon reporting du produit qu'on gère, mais il faut aussi se soucier d'en faire le commerce. Parce que toutes les sociétés de gestion sont concurrentes de leurs copines d'à côté. On est tous dans la même association. Enfin, malgré tout, quand la Croc, qui vient des États-Unis, décide de s'implanter en France et qui lance ce qu'on appelle des ETF, auxquels vous avez en partie accès, je crois, dans le cadre de Next Challenge, vous avez certains acteurs, Amundi, pour parler du plus gros français ici, qui disent ah, bah oui, Amundi a compris, et puis, je dis ça sur le Serge, je connais bien le sujet, Amundi a acheté Lixor, société que Serge connaît bien, mais pourquoi Amundi a acheté Lixor? Parce qu'il a compris qu'une partie des placements peut se faire sur des produits qu'on appelle bêta, c'est-à-dire de corrélation d'indice plutôt que des produits alpha, c'est-à-dire d'activité. Mais après, je dis ça parce que je m'en voudrais de ne pas citer un de mes professeurs en direct qui était avec moi, non pas à la Sorbonne, non pas ici, mais à la Sorbonne, et François qui vous aide avec la structure qui s'appelle effectivement Aptimum, qui vous aide à contrôler le risque de déviation, qui vous reste à vérifier que vos placements sont dans les bonnes épures. Donc la société Aptimum est un partenaire depuis le début, je crois. François est là, et c'est vrai que ça permet aussi d'éviter les dérives de gestion. Voilà, j'ai été trop long, je laisse la parole à France, mais je crois que, encore une fois, merci d'être là et merci de participer à ça. Et j'espère qu'en mars prochain, ou avril prochain, eh bien, vous aurez, vous, quand vous aurez le micro et que vous aurez gagné, l'occasion de nous dire que vous avez appris des choses. Et moi, je serais heureux que mes confrères et l'ensemble de la profession trouvent des étudiants mieux formés, plus pratiques. Et en tout état de cause, en complément d'information. Florence. Merci Eric. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et d'être à nouveau membre du jury pour une 4e édition de ce beau challenge et le Next Challenge. Et donc effectivement, l'AMF est membre depuis l'origine, comme l'a indiqué Martine Carétano. Alors l'AMF est effectivement très engagée en matière d'éducation financière, Eric l'a déjà pas mal indiqué. C'est pour ça qu'on s'est associé dès le début à ce challenge. On est le régulateur de la place financière de Paris et au titre de la mission de protection des épargnants qui est une de nos 3 missions principales, on est effectivement très engagé dans l'éducation des investisseurs. On accompagne vraiment les épargnants dans leur démarche d'investissement et y compris les jeunes. Et je vais revenir après un peu plus en détail sur les jeunes et vous présenter ce qu'on fait en matière d'information et d'éducation financière et notamment ce qu'il y aura la semaine prochaine, mais j'en dirai un peu plus après. On a constaté que les jeunes investissaient de plus en plus sur les marchés depuis 2020. Ce n'est pas un constat propre à la France, c'est un constat qui a été fait dans beaucoup de pays et sur l'ensemble des continents. Moi, j'échange régulièrement avec mes homologues, ils font le même constat. En France, on a constaté l'arrivée de plus d'1 million de nouveaux investisseurs depuis 2020. Des nouveaux investisseurs qui sont plus jeunes, qui investissent, qui s'informent différemment. Et donc, on a souhaité en savoir plus sur eux pour pouvoir aussi adapter toutes nos actions de pédagogie et d'éducation financière. C'est pour ça qu'on a fait un projet avec le CDE, qui a notamment mené d'abord une étude pour nous, pour mieux les connaître, mieux vous connaître. Alors, qu'est-ce que faisait déjà l'AMF jusqu'à présent? Déjà, on a un espace dédié sur notre site internet. Donc, si vous allez sur le site internet, vous verrez, il y a espace professionnel, espace épargnant. Donc, l'espace épargnant leur est dédié avec des informations sur les produits financiers, sur les marchés financiers, les bons conseils pour investir, comment aussi protéger son épargne et éviter les arnaques. Eric l'a évoqué, c'est vrai que malheureusement, les escrocs sont très habiles et tout le monde peut se faire piéger par eux. Et puis avec bien sûr des articles aussi, des infographies, des vidéos, des outils pratiques, des simulateurs, etc. Bon, aujourd'hui, on sait que tout doit pas s'arrêter à un site internet. On est aussi présent sur les réseaux sociaux et donc en particulier pour les épargnants sur Facebook,
mais aussi plus récemment sur Instagram, et notamment pour toucher les jeunes. On fait aussi régulièrement des campagnes de sensibilisation sur ces réseaux sociaux. En matière de campagne, on va y compris sur TikTok, et en particulier donc, pour prévenir des arnaques, mais pas que. On a aussi une équipe AMF Épargne Infoservice qui répond aux questions du public, donc tout épargnant qui a une question, voire une réclamation, peut nous contacter, et puis en cas de litige, ça peut arriver, on peut avoir un litige avec un professionnel, on a un médiateur, et donc un service de médiation gratuit et confidentiel. Et puis bien sûr, comme j'ai évoqué les arnaques, on fait régulièrement des alertes, on met à jour le liste noire des acteurs non autorisés. Donc vous, en tant que participant du Next Challenge, vous allez retrouver une partie de nos contenus sur l'application. Voilà, c'est un bon relais vers nos contenus pédagogiques. On a sélectionné ceux qui nous semblaient les plus pertinents, et après vous pouvez aller sur notre site pour en savoir plus. Et donc j'ai un peu évoqué la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? En fait, la semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de l'investisseur. C'est un rendez-vous annuel, et donc à cette occasion, l'AMF et plusieurs acteurs français, notamment des partenaires du Next Challenge, se mobilisent en faveur de l'éducation financière et vont organiser différentes actions, différents événements autour de différentes thématiques. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur cette semaine, sur ce que c'est. En fait, c'est la World Investor Week en anglais, et c'est une initiative de l'OICV. L'OICV, en fait, c'est l'Organisation internationale des commissions de valeur, ou IOSCO en anglais, et c'est une organisation qui regroupe les principaux régulateurs de marchés financiers du monde. Je crois qu'il y a à peu près 130 membres. Tout d'abord, l'AMF en est effectivement membre, et elle a lancé cette semaine en 2017 pour diffuser des messages pour améliorer l'éducation financière et protéger aussi les investisseurs, notamment les protéger des arnaques, et créer de nouvelles occasions d'information et de formation des investisseurs. Donc cette année, c'est la 8e édition. L'an dernier, la 7e édition a réuni plus de 730 millions d'investisseurs dans le monde. Elle a eu lieu dans plus de 710 pays. Et en fait, chaque année, au niveau de l'OICV, et je dis on parce que moi je suis membre du comité Retail Investors, on définit des messages clés, des contenus pour les réseaux sociaux qui ensuite vont être déclinés dans chaque pays sur les 6 continents. Et donc chaque pays, à travers son régulateur de marché, va organiser ses propres actions pour ses investisseurs et en y associant l'ensemble des acteurs de la place. Donc l'AMF, bien sûr, s'est associée dès le début de 2017 à cette semaine, et donc chaque année, nous organisons nos actions. Donc je vais vous en dire un peu plus sur cette année, et tout d'abord sur les thématiques qui sont véhiculées dans l'ensemble des pays. Elles sont au niveau 3 pour les principales: la finance digitale et la technologie, les cryptoactifs et la finance durable. Alors la technologie, effectivement, elle a fondamentalement changé la façon d'investir, notamment avec des applications. Si vous investissez déjà, vous le faites sans doute avec une application qui va permettre d'investir facilement, rapidement sur les marchés financiers, avec un accès à de nombreux fonds, nombreuses actions et beaucoup d'informations. Et on sait qu'elles ont notamment séduit les nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur les marchés depuis 2020. Les cryptoactifs aussi, ils ont beaucoup séduit les épargnants, et en particulier les plus jeunes, et notamment dans les travaux qu'on a fait avec l'OCDE, et en particulier l'étude, on a vu que déjà les investisseurs traditionnels, donc ceux qui investissaient avant 2020, étaient 25% à détenir des cryptoactifs. C'est quand même déjà énorme. Et chez les nouveaux investisseurs, donc ceux qui investissent depuis 2020, c'est même 54%. Et en fait, c'est davantage que la détention d'actions ou de fonds, mais il faut savoir que les risques sont quand même plus importants. Et nous, en tant que régulateur, on ne dit pas qu'il faut y aller ou qu'il ne faut pas y aller, mais c'est important d'y aller en connaissance de cause et donc en connaissant bien ces risques. Et puis la finance durable, on a déjà un petit peu parlé, le ESG, tout ce qui est sustainable, c'est aussi assez récent et ça intéresse surtout les plus jeunes, et notamment dans l'étude de l'OCDE, 20% des nouveaux investisseurs nous ont dit qu'ils avaient commencé à investir pour investir de façon durable ou responsable, et c'était même 31% chez les moins de 25 ans. Donc, pour nous, il est important d'accompagner les épargnants sur ces nouvelles thématiques, en particulier les nouveaux investisseurs. Et bien sûr, cette semaine, c'est aussi l'occasion de relayer les classiques de l'investissement, que sont les points de vue de l'investisseur et comment éviter les arnaques.
Alors, pour vous en dire un peu plus sur ce qu'on va faire la semaine prochaine, alors j'ai évoqué à plusieurs reprises les jeunes investisseurs. On va mener des actions auprès d'eux dans le cadre du projet avec l'OCDE. L'étude, c'était une première étape. Il y a une deuxième étape qui arrive. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement ce soir, puisque tout sera révélé lundi à l'occasion d'un événement et ensuite ça sera publié sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc voilà, restez à l'écoute. Et si vous êtes disponible, vous pouvez aussi assister à l'événement en présentiel ou en distanciel. Et puis comme chaque année, cette semaine c'est un point d'orgue et c'est l'occasion d'organiser 2 événements. Donc il y aura tout d'abord un webinaire mardi 8 octobre à 18h sur l'investissement en bourse pour donner justement toutes les clés pour savoir comment bien investir, quelles sont les règles d'or de l'investisseur, sur quoi aussi il faut faire attention, quelles sont les nouvelles façons aujourd'hui d'investir, et vous aurez des experts de l'AMF qui répondront à vos questions. Et puis on va parler des arnaques, donc le jeudi 10 à 18h aussi, cette fois-ci ça sera un Facebook Live, donc que vous pourrez suivre sur notre chaîne Facebook en partenariat avec l'Institut National de la Consommation, et je répondrai à vos questions pour savoir comment les repérer et surtout comment les éviter et ne pas tomber dans le piège des escrocs. Donc voilà ce que je voulais vous dire, pour que vous en sachiez plus sur l'investissement de l'AMF en matière d'éducation financière, sur pourquoi aussi on est partenaire de ce beau challenge depuis l'origine. Donc suivez cette semaine, suivez le contenu et puis surtout, je vous souhaite un très beau challenge. Merci beaucoup. Merci pour ces premières tables rondes. Et bien sûr, sur la plateforme Nextpoint, vous recevrez même des notifications. Et la chose qui est particulière chez nous, c'est que lorsque vous êtes sur Nextpoint et que vous cliquez sur un contenu, vous êtes redirigé automatiquement vers la source de l'information du contenu. On ne vous garde pas chez nous. On vous renvoie sur le Facebook Live, on vous renvoie sur le site de l'AMF, on vous renvoie sur le site d'Activum. Donc, stay tuned, vous serez notifié en temps et en heure. Et donc, on va passer à la deuxième table. J'appelle M. Martial Rouen, donc lauréat dans la catégorie club et dans la catégorie individuelle du Next Challenge édition 3. Théo Battu, le président du Club Finance de Vie, Théo. Alessandro Rosali, qui est également présidente de l'association Magistère BFA, puisque depuis nous accompagne depuis le début, et les présidents sont très actifs. Et pour animer cette table ronde, j'appelle Serge Jarol, professeur de finance de Dauphine. Merci beaucoup. Je crois que ça marche. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est que naturellement, vous avez beaucoup entendu parler des acteurs et des organisateurs de ce challenge, et on trouvait important à cette étape de faire parler des gens qui jouent en fait et qui ont joué l'an dernier au challenge. Et qui peuvent finalement vous faire un retour sur leur expérience. Et donc, quand on a organisé cette table ronde, j'ai proposé qu'on organise la table ronde en 2 parties. Dans une première partie, on va faire un retour sur ce qui s'est passé l'an dernier, ce que chacun d'entre vous, vous avez pu apprendre de ce challenge. Et puis après, ensuite, on se projettera sur le challenge de cette année. Et on verra quels sont les conseils que vous allez pouvoir donner en fait aux gens qui se lancent dans le challenge aujourd'hui. Donc peut-être on peut commencer on commence par Martial alors. Donc Martial, vous avez gagné. Donc a priori vous avez la clé, vous avez les petits secrets qui permettent effectivement de gagner le challenge. Qu'est-ce qui a été finalement pour vous le plus intéressant? Qu'est-ce qui vous a permis en fait d'apprendre des choses et finalement de se détacher de ce qu'on peut apprendre quand on est en cours, assis dans un amphi devant ce type de tableau noir? Qu'est-ce qui a été différent? Qu'est-ce qui vous a permis en fait de passer à la vitesse supérieure? Alors bonjour à tous, déjà pour moi je pense que ça a été simplement d'essayer, c'est un peu l'objectif de cet exercice aussi, c'est d'essayer de se lancer, d'acheter des actifs, de voir un peu comment on réagit face à notre propre portefeuille.
J'ai remporté, pour répondre à la question de M. Pinot, la finale c'était 1600 €, il me semble. Confondu, je sais que ça m'intéressait aussi. C'était des vacances. Oui, voilà, c'était des vacances, c'était toujours bien à prendre. Ça fait partie de motivation, mais ce n'était pas la seule en effet. C'est important d'essayer, notamment parce que, alors moi, j'ai pas été premier au classement pendant 7 mois, loin de là. J'ai fait parcours dans la tête de tableau, mais je suis passé premier que dans les deux derniers, les derniers mois. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 mois, j'ai fait des erreurs, vous en ferez probablement aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a appris plein de choses, notamment quand j'ai pris des pommes, voilà, des actions qui n'ont vraiment pas marché. Parce que soit j'ai pas été assez en profondeur dans l'analyse, soit je me suis précipité dans des ventes ou des achats. Et on se rend compte que si ça avait été notre argent, on aurait peut-être fait différemment et que c'est peut-être mieux de l'avoir fait sur quelque chose de fictif en premier plutôt que de le faire déjà avec l'argent qu'on avait nous tout de suite. Mais Martial, vous avez, je pense, joué à la fois sous forme de club et en individuel. Finalement, l'expérience, est-ce qu'elle est complémentaire? Est-ce que vous avez un conseil aussi à donner, plutôt club, plutôt individuel, ou les deux? Oui, l'expérience est assez différente dans le sens où vous avez probablement chacun vos propres convictions, vos propres investissements aujourd'hui. Votre équipe, elle n'aura pas les mêmes convictions que vous, elle n'aura pas les mêmes envies que vous sur le moment. C'est-à-dire que sur le plan personnel, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, gérer comme vous voulez, donc là, comme je trouve ça très agréable. Mais ce qui est un peu différent, c'est de devoir discuter avec l'équipe, savoir que à tel moment, vous souhaiteriez vendre telle action, mais que votre collègue n'a pas envie de la vendre au même moment. C'est une discussion, c'est des échanges, c'est débattre. Donc c'est deux gestions différentes, mais ça prépare, je pense, au mieux pour plus tard, parce qu'on ne gère pas tout le temps un portefeuille tout seul, et je crois que dans cette gestion, on est aussi amené à le faire en équipe, donc c'était pour moi bien de combiner les deux en tout cas. Et donc là, on a parlé de la partie en fait gestion de portefeuille, mais évidemment, on a bien souligné qu'il n'y avait pas que ça dans le jeu. Hein. Il y avait aussi les glitches, la nécessité d'expliquer ses résultats, d'aller chercher de nouveaux clients, de lever des assets. Toute cette partie-là, est-ce que finalement, vous l'avez aussi appréciée ou c'était finalement un poids par rapport à la gestion? Quel est l'équilibre en fait entre les deux? Non, c'était pas un poids, au contraire. C'est pareil, c'est un exercice que j'ai aimé, mais qui était vraiment pas facile dans le sens où, lors du premier pitch battle auquel notre équipe a participé, il a fallu s'exprimer devant un panel d'investisseurs et de partenaires, se projeter sur notre portefeuille et sur notamment des données macroéconomiques. Et le plus dur, c'était peut-être d'affirmer ou de faire des partis pris, de choisir des partis pris face à des personnes qui nous écoutent, qui ont l'attention sur ce qu'on va dire. Et faire attention à ce qu'on va dire, bien les présenter, essayer de faire passer un message, c'est un exercice que j'ai pas trouvé facile, mais du coup qui était positif dans le sens où on n'a pas l'habitude de le faire, de devoir présenter des choses comme ça à l'oral devant peut-être, bon, c'était pas 500 personnes, mais déjà 50, 60 personnes, c'était quand même pas facile, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le faire. Et puis ça fait partie de la vie d'un asset manager, donc c'est peut-être aussi bien de faire ça pour de faux ici et puis mieux le faire après ensuite. Donc, on a donc un premier témoignage. Je voudrais passer au deuxième témoignage, donc celui de Théo. Donc, expérience différente, positive ou peut-être. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, très intéressantes. Je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit précédemment, notamment sur le club d'investissement. Parce que je trouve que c'est quand même différent que quand on est tout seul. Parce que quand on est tout seul, on peut se dire au début, on essaye à tâtons. On va essayer, ça marche pas, on revient sur nos décisions. Alors que quand on est dans un club, on est à plusieurs. Donc au départ, on est obligé de se mettre d'accord sur une stratégie. On doit un peu argumenter auprès de nos camarades. Oui, pourquoi moi je pense que c'est mieux de faire ça. Et après, adopter une stratégie de groupe. Et notamment, quand on doit lever des assets qui rentrent en compte du coup dans la performance de notre fonds, enfin de notre club. C'est vrai qu'on doit vraiment poser cette stratégie et l'expliquer. Je sais que nous, on est en dehors de l'application, aussi au sein de l'application, donc via la messagerie, contacter les investisseurs grâce au chat public, expliquer notre démarche, pourquoi nous on pense que cette vision est mieux qu'une autre, pourquoi on a pris ces décisions-là, mais aussi en dehors de l'application, notamment au sein de notre promo par exemple, parler à nos camarades, leur expliquer notre stratégie, et le fait justement, comme a dit Madame Carré-Talon, expliquer la stratégie, ça permet de beaucoup mieux la comprendre et de la suivre et de s'adapter au fur et à mesure.
Après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que justement, on peut se tromper, mais ça ne va pas avoir d'impact forcément négatif définitif sur notre performance. C'est-à-dire qu'on peut très bien se tromper à un moment donné, avoir une mauvaise performance, mais l'algorithme va vraiment analyser comment on réagit face à cette mauvaise prise de décision, comment on s'adapte et on adapte du coup notre décision. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Vous êtes étudiant de Dauphine, donc vous avez des cours de gestion de portefeuille, d'allocation d'actifs, donc des cours théoriques. Finalement, est-ce que vous voyez une distance par rapport à ce qu'on vous explique? On va vous parler de modèle, de Markowitz. Est-ce que vous avez utilisé Markowitz pour construire votre portefeuille ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'un peu plus empirique? Alors, c'est vrai que du coup, les cours c'est très théorique. Du coup, je trouve que l'application MJE, ça permet de rentrer totalement dans le pratique. Donc, au départ, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment appliqué le théorique. On a plutôt fait par rapport aux informations que vous pouvez lire sur l'application. Parce que ça qui est aussi très bien fait, c'est que sur l'application, on a une partie fil d'actualité, en savoir plus, apprendre. On peut vraiment justement s'éduquer financièrement. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations. On peut les lire et justement à partir de ces informations-là, faire notre propre stratégie. Et du coup, c'est très intéressant. Mais du coup, au début, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment appliqué théoriquement les cours tels quels. D'accord. Et au-delà des cours, vous avez une autre ressource. Hein. Je pense par exemple aux analyses de risque qui vous sont faites et qui vous sont envoyées sur vos portefeuilles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre processus d'investissement? Est-ce que vous avez regardé les analyses? Est-ce que vous avez corrigé les tailles des positions, par exemple, sur chacune des lignes, en fonction des contributions au risque qui étaient calculées grâce à APT? Alors c'est vrai que le rapport APT, au départ, il peut faire un peu peur, parce qu'il est assez long, il y a du rouge, du vert, du coup ça fait un peu peur. Mais non, c'est vrai que du coup, au départ, du coup, on connaissait pas trop ce rapport, après on a essayé d'apprendre un peu à le connaître, et c'est vrai qu'en fonction du coup, des conseils du rapport, c'est-à-dire telle valeur, en fait, elle est très volatile, elle ne rapporte pas tant de rendement que ça, en fait, du coup, alléger la position sur cette valeur-là, et vraiment s'adapter en fonction, en fait, des positions qui nous permettent d'avoir le meilleur rendement en minimisant au maximum le risque. Et ça, c'est vrai que le rapport est très intéressant aussi. Donc on revient quand même un peu à la théorie. Oui, c'est ça. Mais finalement, ça. Après ce petit passage empirique, finalement, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'outils et que ces outils sont utiles pour aider à la gestion. Merci Théo. Donc, Alessandro, votre expérience à vous alors, ce jeu Moi, je voulais revenir sur le learning by doing. On en a parlé et je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment central dans l'application, puisque bien sûr, on a des cours théoriques, mais le fait de pouvoir investir de cette façon-là, on va pouvoir se tromper, on va pouvoir vraiment tester des choses. En fait, justement, c'est bien de se tromper pour après voir, cette stratégie n'a pas fonctionné et je vais pouvoir investir ailleurs. Cette classe d'actifs, c'est des actions, mais ça me plaît pas et je vais aller voir ailleurs comment améliorer en fait ma performance au final. Et pour revenir aussi sur ce qu'on dit sur le rapport, c'est moi la première fois que je l'ai regardé, en fait ça m'a fait un peu peur parce que on voit plein de noms, de calculs qu'on ne connaît pas. Et moi j'étais en V3 quand je l'ai fait l'année dernière. Et en fait au fur et à mesure qu'on a nos cours, on va pouvoir comprendre tel truc, ratio de Sharpe, ratio de Sharpe c'est calculé comme ça veut dire ça. Et en fait on va pouvoir l'intégrer vraiment dans la gestion de portefeuille, et c'est là que vraiment on a le cumul théorique plus pratique qui est extrêmement important. Et aussi je voulais revenir sur la partie communauté, parce que Nextwise, donc certes c'est un logiciel où on va investir, mais il y a aussi une forte dimension communautaire, où on va pouvoir se renseigner sur les actualités des partenaires, on va pouvoir échanger avec des étudiants, d'autres investisseurs en fait, au final de la plateforme, et qui ont aussi des visions différentes de nous, des différents horizons. Et c'est un échange qui est très riche, on a aussi des rencontres. Donc Nextwise, bien sûr, c'est un jeu d'investissement, mais c'est bien plus, et ça va au-delà du simple investissement. C'est vraiment un esprit de communauté, de rencontre, qui est aussi très intéressant. Alors, moi j'aurais une question à vous poser. La première année, en fait, on avait ouvert le challenge avec uniquement des Dauphinois. Donc ça avait un avantage parce que les Dauphinois gagnaient. Et depuis, c'est plus le cas. Donc c'est quand même un questionnement pour Martine et moi. On a eu des Dauphinois sur le podium. Oui, sur le podium, mais la fréquence quand même est quand même plus basse. Donc, est-ce que vous
vous avez discuté, est-ce que vous discutez avec des étudiants d'autres universités, d'autres écoles? Est-ce que finalement vous rapprochez pour savoir finalement l'enseignement, la finance, est-ce qu'elle est vue différemment? Ou est-ce que finalement non, en fait? Je pense que quand on échange avec des investisseurs, je les appelle comme ça, d'autres universités, ça permet surtout de partager des visions différentes. On n'est pas forcément tous dans le même milieu, dans le sens pas les mêmes écoles, on ne fréquente pas les mêmes personnes. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça va nous permettre d'enrichir notre réflexion au niveau de ce qu'on fait d'investissement. Puis il y a un point qui me semble essentiel à préciser. Hein. L'asset management, c'est quand même une industrie de réseau. Voilà, les gens se connaissent en fait, et c'est important de développer son réseau. Et son réseau, on le développe évidemment en fait en contactant des investisseurs, en discutant, en présentant sa gestion. Et donc ça fait partie aussi de l'exercice. C'est pas un exercice tout seul. Un trader, si je veux être très caricatural, est tout seul devant son écran et par la personne. Un asset manager, il ne va pas réussir juste en développant une stratégie, en restant tout seul devant son écran, sans parler à personne. Il y a cette dimension en fait humaine, cette dimension sociale qui est importante dans le métier et qui fait l'un des attraits aussi de ces métiers du buy-side. Donc, oui. Oui, je vais juste rajouter, nous l'année dernière dans MonTD, on est beaucoup tous ensemble. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect communauté en ligne et des événements qui sont organisés, ça permettait vraiment d'échanger aussi directement avec nos camarades sur ce qu'on faisait sur l'application. Et je pense que c'est aussi une force que peut avoir le jeu si on joue vraiment avec les gens qui nous entourent, en plus de ceux qui sont sur le réseau. D'accord. Là, donc, on est plutôt à cette étape de la table ronde, on est plutôt positif, quasiment dithyrambique, le jeu c'est magnifique. Ça permet de compléter une formation excellente, qu'elle soit dispensée par Dauphine ou par d'autres universités. Mais quand même, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que y a des gens qui arrêtent, il n'y a pas forcément des gens qui vont jusqu'au bout en fait du challenge. Donc, on peut imaginer que c'est difficile, en fait, que c'est une charge de travail supplémentaire. On vous demande quand même tous beaucoup de choses. Et est-ce que finalement c'est possible ou est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? Peut-être on reprend l'ordre. Dans l'autre sens. Oui, c'est une charge de travail, mais qui n'est pas non plus insurmontable. La preuve, c'est déjà la quatrième édition. Il y a plein d'autres qui sont passés avant vous. On est ici pour vous le présenter. J'ai déjà oublié la question. Est-ce que c'est faisable en fait et est-ce que vous devez finalement peut-être vous priver de certaines choses pour avoir du temps pour finalement gérer ce portefeuille? Ou est-ce que ça s'intègre, l'application fait que ça s'intègre complètement de façon seamless dans votre vie? Alors, oui, ça s'intègre bien et comme j'ai dit déjà précédemment, j'ai pas toujours été dans le top du classement. Ça veut dire que j'ai pas toujours été le premier, donc j'ai dû travailler un peu plus pour changer ma stratégie au fur et à mesure. C'est-à-dire que même si au début du jeu vous n'êtes pas dans le top hebdomadaire la première semaine, la deuxième semaine, dans les premiers mois, ça veut dire que vous ne serez pas après, vous ne serez pas dans le classement final. Donc j'ai pas passé non plus ma vie, si je voulais. J'y ai passé un peu de temps, mais c'est pas insurmontable, c'est complètement complémentaire avec les cours. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi. Et je me demandais une chose, sur votre CV par exemple, vous allez mettre une petite ligne comme quoi vous avez gagné le challenge. C'est bien qu'on en parle parce qu'en effet, j'en ai profité pour mettre une ligne sur mon CV. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai participé, en tout cas moi en plus, côté éducation financière, cash price et ce qui va autour, c'était d'avoir une expérience à faire valoir en plus sur mon CV auprès des asset managers, pour mon cas je fais de la gestion, et auprès de mes personnes avec qui je vais postuler. Et le meilleur exemple, c'est que j'ai eu un entretien un peu plus tard que la semaine dernière dans lequel j'ai pu faire valoir mon expérience. L'asset manager s'est intéressé à ce que j'ai fait, comment j'ai recherché les actions, comment je me suis pris. Donc je pense que le vrai plus entre tout ça, c'est de pouvoir derrière vous démarquer par rapport aux autres candidats, par rapport à d'autres étudiants, de montrer que vous avez quelque chose en plus à apporter à la société dans laquelle vous allez postuler. Et donc, moi j'aimerais bien en fait juste pour conclure votre intervention, j'aimerais bien que vous donniez un conseil. Alors, vraiment le conseil absolument ultime pour les gens qui sont dans la salle aujourd'hui et qui vont commencer. C'est quoi? Est-ce qu'il faut commencer doucement et puis finalement essayer de monter en régime
Ou est-ce que dès le début, il faut viser la performance ou peut-être autre chose? Alors, je pense que moi, la première grosse erreur que j'ai faite et qui, je pense, m'a coûté tout le long du jeu, c'était d'y aller trop lentement, d'avoir trop peur d'investir, de mettre trop de temps à. Je sais pas, j'ai commencé, on avait peut-être une dizaine de valeurs dans le club, alors que justement, pour revenir à la théorie, on était plus autour de 30 pour un portefeuille assez diversifié. On a mis du temps, 2-3 mois, donc c'était un portefeuille complet. On s'est rendu compte qu'il y avait des valeurs de vraiment de 3 mois, mais on ne regardait plus parce qu'on était concentré à avoir d'autres valeurs, à avoir d'autres valeurs. Et en fait, c'était plutôt le conseil que j'aurais donné, c'est d'y aller vraiment, c'est-à-dire vraiment si le jeu commence la semaine prochaine, préparez-vous peut-être à rentrer, peut-être pas 30 d'un coup, beaucoup, mais une quinzaine, et rapidement à arriver à un portefeuille complet pour pouvoir ensuite rentrer vraiment dans la gestion et pas dans tout le portefeuille tout le long du jeu. Et de toute façon, si vous êtes sous-diversifié, l'outil de diversification et de risque va vous le dire et va vous inciter à investir plus et à intégrer des titres dans votre portefeuille. Théo, moi, j'aimerais bien savoir en fait si vous avez vu en fait autour de vous des gens un peu se décourager ou finalement c'est pas forcément une population que vous avez côtoyée. Alors j'ai vu un peu des deux. J'ai vu des gens qui faisaient de très grosses performances et qui du coup sortaient du jeu entre guillemets parce qu'ils se sont dit ah j'ai fait ma performance, du coup maintenant je vends toutes mes positions et c'est bon, je vais avoir mes points. Et du coup ça marche pas comme ça. Et c'est ça qui est bien aussi dans le jeu Nextwise, c'est qu'en fait c'est pas juste faire une performance à un moment donné parce qu'on a eu un coup de chance sur une valeur et du coup après on vend notre position, notre portefeuille, on est à plus 20%, on est en mode c'est bon on a gagné, on est à plus 20%. Et d'un autre côté, il y avait des gens du coup, qui faisaient des mauvaises performances au départ et qui justement ne se sont pas découragés, ont persévéré, se sont éduqués via l'application, notamment au super document de l'AMF, mais aussi Café Bourse qui explique comment analyser une action, comment investir sur le marché. Du coup, on s'éduque sur la gestion de portefeuille et qui, du coup, petit à petit, en apprenant au fur et à mesure, ont du coup corrigé leurs erreurs et ont vu du coup leur performance augmenter et se sont vus monter dans le classement et au contraire, du coup, leur expérience a été vraiment excellente. D'accord. Donc en fait, votre conseil, si je résume, en fait, à vous, c'est fréquenter l'application, passer du temps sur l'application, oui, essayer d'aller chercher les ressources. Ces ressources, elles sont importantes et elles vont vous aider. Donc, il y a la partie aussi, donc il y a la partie ressources, il y a la partie forum. Donc vous en avez un peu parlé en fait sur les aspects de levée. De levée de capitaux pour le portefeuille, pour la société de gestion. Est-ce que finalement, comment ça se passe en fait? Est-ce que vous y allez, vous publiez? C'est quoi votre conseil pour être visible finalement et pour réussir à attirer l'attention des investisseurs potentiels? Alors du coup sur l'application on peut poster des insights, un peu notre vision du marché, notre stratégie. Et ensuite, notre post il peut être recommandé. Et du coup, plus le post est recommandé, et plus il monte entre guillemets dans le fil d'actualité, et plus il sera vu par des investisseurs. Du coup, en effet, si notre vision elle parle à d'autres personnes, on sera recommandé, et donc de plus en plus de monde verront notre stratégie, et du coup, seront enclins à investir dans notre club. Ensuite, après, il y a aussi un chat public où on peut contacter directement l'investisseur. Donc là, c'est plutôt si on voit un investisseur qui poste, par exemple, sur la plateforme, en adoptant une même vision que nous, on peut se dire il sera peut-être enclin à investir dans notre club et du coup là on contacte directement via le chat public et on lui dit est-ce que tu serais intéressé de mettre une partie de ton capital au sein de notre club vu qu'on partage la même vision et c'est vraiment une sorte de jeu de négociation pour lever des capitaux et d'argumentation aussi. La vie d'un asset manager exactement classique. C'est ça. Merci Théo. Donc je passe à Martial. Vous étiez un peu. Excusez-moi. Vous étiez un peu dans une situation un peu particulière, donc L3. Donc finalement, on n'a quasiment pas fait de finance en L3 ou au début de la L3, je vais dire. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile finalement, ou est-ce que dans le groupe il y avait des gens qui avaient une culture financière plus importante? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez appris au sein du groupe ou finalement grâce aux ressources du jeu? Alors moi j'ai joué pas individuel, donc j'étais pas en groupe. Bon. Mais moi le conseil que je donnerais c'est vraiment de s'informer. Il y a plein de ressources sur l'application, il y a plein de contenus pour apprendre.
Donc vraiment faire cet effort, comme l'a dit Martial tout à l'heure, n'hésitez pas à investir. Moi au début j'étais un peu frileux aussi, et au final il faut vraiment y aller. Et après on ajuste si on se trompe, il n'y a pas de souci. Et oui, après vraiment prendre le temps de s'informer sur les valeurs qu'on a en portefeuille, savoir comment elles évoluent, savoir si la société va publier les résultats, pour pouvoir ajuster et faire vivre en fait son portefeuille, et pas juste investir la première semaine. Moi voilà, j'ai mis mes 50 000 euros, les dernières c'était ça. J'ai mis 50 000 euros et maintenant j'attends que ça se passe. Et cette année, est-ce que vous repartez ou vous refaites le jeu ou Oui, pourquoi pas. Bah, en plus, cette fois-ci ou... Si je trouve un groupe, pourquoi pas. Après, on fera avec Théo. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment un challenge qui est très très enrichissant et qui nous permet vraiment d'en apprendre beaucoup. Nous, on a cette année, dans les cours du magistère en M1, on a aussi une simulation de portefeuille, donc ça viendra aussi compléter tout ce qu'on a pu apprendre. Et justement, on continue en fait de mettre en pratique tout ce qu'on peut voir avec le jeu. En individuel, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas accès au pitch battle, en fait, vous ne pitchez pas les gens. Donc l'intérêt de partir en groupe, c'est aussi d'avoir accès en fait à cela et de pouvoir finalement vivre une expérience un peu plus enrichissante, puisqu'elle ne se limite pas juste à la gestion du portefeuille, mais elle intègre aussi cette dimension de communication et d'aller lever en fait des capitaux et d'essayer de vraiment vivre la vie du asset manager à travers toutes les étapes du processus d'investissement. Donc, finalement, j'ai l'impression que ce que vous nous avez dit aussi tout à l'heure, la difficulté, c'est vraiment un peu finalement le manque de culture financière au début, et c'est ça qui vous a un peu peut-être bloqué et qui petit à petit vous a aidé aussi d'avoir des cours de finance et finalement après, on n'arrive pas à c'est une question, hein. Est-ce qu'on arrive à se former en finance uniquement en regardant des tutos sur YouTube ou sur TikTok, ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les cours? Non, parce que sinon je ne serais pas là. Mais non, je pense qu'il faut prendre vraiment tous les outils qu'on a à notre disposition pour se former le mieux qu'on peut. Donc les cours, c'est une partie essentielle de notre cursus et c'est pour ça qu'on est là. Et, mais après, comme je disais, il y a des contenus sur l'application. Toute l'information en fait, qu'on va pouvoir récupérer qui peut nous être utile à se faire justement une meilleure idée de ce que peut être l'investissement. Donc il faut vraiment prendre toutes les sources d'informations qu'on a à disposition. Alors, pour conclure cette table ronde, j'ai une dernière question en fait qui s'adresse à vous trois. On a beaucoup travaillé ces derniers mois pour essayer d'ouvrir l'accès à des données ESG. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas disponible directement via Euronext par exemple, la notation ESG des entreprises et des stocks qui sont cotés sur le marché. C'est compliqué, on a progressé, on va y arriver, j'en suis sûr. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué? Est-ce que cette dimension en fait d'investissement responsable, finance durable, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion sur la sélection, au-delà du fait que on n'a pas la possibilité aujourd'hui dans le jeu de calculer une sorte de score ESG de votre portefeuille, puisqu'on n'a pas accès à l'information qui est une information chère aujourd'hui, en fait payante. Est-ce que vraiment cette dimension de durabilité, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion, dans la construction du portefeuille, ou est-ce que vous attendez qu'on vous amène cette information-là pour finalement la processer et l'intégrer dans votre processus de gestion? Je pense qu'en tant que jeune investisseur, on est très porté sur ces enjeux-là. Donc c'est forcément quelque chose qu'on va intégrer dans la réflexion et on est même amené par notre entourage, nos professeurs à l'intégrer dans notre réflexion. Et l'année dernière, par exemple, au magistère, on a eu plusieurs cours sur ces aspects environnementaux, sur les différentes régulations qui encadrent les enjeux ESG. Et tout ça, c'est forcément quelque chose qu'on est amené à prendre en compte dans notre réflexion. Et par exemple, Théo, est-ce que vous, à un moment donné, vous vouliez acheter, alors je ne vais pas citer le nom, vous vouliez acheter un stock et vous êtes détourné de cette valeur-là parce que la notation ESG n'était pas bonne? Alors, sans mentir, là, j'en ai pas le souvenir. mais par rapport à l'ESG, ce dont je suis sûr, c'est que le risque, il est réel. De toute façon, si on ne le prend pas en compte maintenant, on sera bien obligé de le prendre à un moment donné. Parce que les entreprises qui ont des activités qui sont soumises, par exemple, au risque climatique,
forcément, à un moment donné, le cours de leur action, il serait impacté si elles font rien pour la transition énergétique. Donc forcément, à un moment donné, même si maintenant, ça vient de plus en plus au bout du jour, mais que ce n'est pas forcément pris en compte par tous les investisseurs, je pense qu'à un moment donné, sur les marchés, les entreprises qui n'ont fait aucune démarche vers la transition énergétique, elles seront forcément beaucoup plus impactées que celles qui ont commencé à faire cette transition, et que donc les investisseurs qui ne s'intéressent pas à ces valeurs-là, ils seront forcément pénalisés à long terme en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je pense que s'intéresser à l'ESG c'est important, parce que au-delà de juste une courbe sur un graphique, bah, c'est vraiment un risque réel dans la vraie vie. Donc, du coup, c'est un vrai risque opérationnel pour les entreprises. Alors, Martial, vous avez, je vais dresser un peu le tableau. Vous avez en fait deux possibilités. Vous avez deux offres d'emploi. Une d'une société de gestion ESG, on va citer l'Irova par exemple, voilà. Et une qui n'est pas du tout en fait intéressée par cette dimension-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous allez favoriser l'une des sociétés par rapport à l'autre, ou est-ce que finalement c'est des choses qui ne sont pas importantes pour vous? Si on considère en effet que j'ai deux offres positives et deux réponses positives, complètement différentes, mais oui, effectivement, en tout cas à titre personnel, je choisirais peut-être plutôt la société de gestion qui a un engagement durable. Bon, bah, elles l'ont toutes maintenant. Oh, il doit y avoir encore quelques hedge funds un peu activistes qui ne sont pas vraiment complètement dans cette logique-là. Mais en tout cas, c'est une bonne conclusion pour cette table ronde. Je vous remercie tous les trois d'avoir partagé votre expérience et d'avoir donné tous ces conseils aux gens qui, cette année, vont participer au jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on cœur du sujet avant de vous libérer, n'est-ce pas? Et oui, j'appelle Karim. Karim, j'appelle me rejoindre. Merci, qui va vous parler. Je vais d'abord commencer. Donc, je vais vous présenter plus en détail le challenge. Je vais vous parler de comment ça se passe. Ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Et avant de commencer, je dois vous avertir. C'est la norme, n'est-ce pas, en l'occurrence. Il ne s'agit pas là de faire du trading. Si vous voulez faire du trading, il y a des super plateformes qui existent, je vous invite à aller dessus. Sur Nextwise, c'est Learning by Doing, c'est celui qui va durer le plus longtemps, qui va in fine, comme Martial, remporter les lots. Donc il s'agit pendant moins de 7 mois d'investir, de réfléchir, de se tromper, de tomber, de se redresser, d'avancer, de partager. Donc, si vous cherchez du trading, désolé, c'est pas chez vous, mais si vous cherchez une vraie aventure qui va durer un moment, donc mettre en relation avec. Alors, j'ai regardé ce matin, on était à 2700 participants à travers toute la France. Eh bien, je vous invite à télécharger l'application Nextwise. Le Next Challenge 4 commence le lundi 7 octobre à l'heure d'ouverture des marchés parisiens. Donc, vous allez avoir un petit didacticiel qui va vous expliquer comment créer votre profil, comment participer, mais pour pouvoir se faire, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas fait à scanner ce QR code qui va vous permettre d'être redirigé sur votre store et à partir de là, vous aurez qu'à suivre les didacticiels. Plus précisément, vous allez pouvoir participer soit en solo, soit en équipe. En solo, vous allez gérer un portefeuille virtuel de 50 000 €. Vous l'avez compris, tout est vrai sur la plateforme, sauf l'argent. C'est bien, il y a l'instant. Si vous le désirez, vous pouvez participer ou, faites comme vous voulez, toutes les routes mènent à Rome, n'est-ce pas, en équipe, les fameux clubs d'investissement. Et là, vous allez gérer un point de départ de 200 000 €. En solo, vous allez choisir un mode de participation. Soit vous allez être un loup solitaire, c'est-à-dire que vous avez envie de gérer votre portefeuille dans votre coin, consulter vos contenus, vous n'avez pas forcément envie de parler aux autres, c'est votre droit. Vous pouvez choisir ce mode-là. Soit vous avez un esprit de meute. Et là, comme le disait Alessandro, l'idée c'est de partager avec les autres, c'est de donner des insights, c'est de participer dans la communauté, c'est de faire partie de la communauté. À vous de choisir ce qui vous intéresse le mieux. En tant que club, vous allez pouvoir gérer ce qu'on a décidé d'appeler un fonds de stratégie. Le moins sexy que vous allez faire, un fonds de stratégie. Donc, c'est-à-dire que vous allez gérer votre portefeuille de 200 000 € avec les membres de votre club.
uniquement entre les membres de votre club. Soit un fonds d'engagement, là vous allez vous engager auprès de la communauté, vous allez faire de la communication et du marketing, vous allez devenir une vraie société de gestion et vous allez devoir, comme dirait mon cher associé qui n'est pas là, mais bon ça ne va pas tout, appâter le chaland pour pouvoir voir des investisseurs individuels vous allouer des fonds jusqu'à 30 000 € de leur portefeuille. Petit focus sur les clubs, 5 à 7 membres maximum. Vous allez voir, on a créé un petit univers des clubs, c'est plutôt sympa quand vous ne connaissez pas ou vous avez envie de vous lancer. Vous allez pouvoir recruter des membres, donc vous allez voir leur profil. Vous avez même certains profils qui ont ajouté leur profil LinkedIn, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Ou vous allez pouvoir postuler auprès de clubs qui ont déjà ouvert, avec une petite biographie, un petit logo, un petit nom. Pourquoi pas postuler? Peut-être qu'ils vont vous accepter dans le club. Petit clin d'œil, en 2021, on a un club qui a remporté le prix catégorie club. Ils se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils se sont rencontrés sur l'application. Ils ont matché sur l'application, ils ont créé leur club, ils sont devenus potes depuis et ils ont remporté en plus un lot. Donc oui, comme vous le disiez, c'est aussi un journey entre individus et c'est très important pour vous. Vous avez donc en tant que club un chat privé, donc ça c'est quand vous voulez être en fond de stratégie, vous allez devoir utiliser ce chat privé pour pouvoir échanger entre vous. Il faut bien qu'on vérifie que tout le monde fait le job, donc voilà, vous utilisez le chat privé. Et vous allez avoir un chat public qui va vous permettre de faire de la communication du marketing envers la communauté NextWise pour pouvoir, je l'espère, allouer des fonds supplémentaires. Étant donné que vous avez une vie très dense, comme nous tous, mais vous d'autant plus en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le temps d'être constamment collé sur l'application, on ne vous demande pas d'être collé constamment sur l'application. On vous demande de prendre des décisions collectives. En tant que club, vous avez un système de vote en temps réel, c'est-à-dire que si un de vos membres, à un moment donné sur l'application, et qu'il a vu, alors j'ai une grosse bêtise, parce que ma slide est plate, que L'Oréal est passé à 344,80 €, que vous aviez discuté en amont qu'il fallait absolument acheter une action, ne me demandez pas pourquoi c'est un peu étrange, je mets à 344,80 €, eh bien disons que si moi je fais partie de votre club, je le vois, je lance un vote, tous les membres de mon club reçoivent une notification sur leur mode connecté, sur leur portable, sur notre tablette, et à partir du moment où la majorité des réponses est atteinte, oui j'achète, non je n'ai pas envie d'acheter, le vote est enclenché. Attention, il faut toujours un coupable, le président a le droit d'annuler ce vote. C'est ordre, parce que vous devez, en tant que bon gestionnaire, gérer vos carnets d'ordre. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui tout un tas d'outils qui permettent d'automatiser la gestion d'un carnet d'ordre, mais je vous rappelle que ici c'est le learning by doing, donc vous devez être capable de suivre votre carnet d'ordre, d'annuler des ordres qui n'ont pas été exécutés, de les remplacer par d'autres, c'est comme ça que vous deviendrez de bons gestionnaires. Comme ils vous l'ont dit, donc je vais passer très vite dessus, au-delà d'acheter et de vendre des actions, vous avez accès à des informations. Nous sommes connectés en flux RSS au newsroom des sociétés partenaires, donc en fait, dès que eux, sur leur site internet, une news apparaît, elle apparaît automatiquement chez nous NextWise, mais en effet, peut-être qu'on a envie d'en savoir plus sur les sociétés, les résultats uniquement financiers ne sont pas suffisants pour se faire une opinion sur une entreprise. Donc dans l'onglet En savoir plus, vous allez en savoir plus sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, quelles sont leurs ambitions, quels sont leurs échecs, quelles sont leurs réussites pour pouvoir fonder votre envie de j'investis ou non dans cette société. Et bien sûr, dans la partie apprendre, des contenus purement pédagogiques, alors ça va de qu'est-ce qu'une action. La plateforme est ouverte à tout le monde, on a même des lycéens qui s'inscrivent, c'est quoi une action, comment ça marche une action, jusqu'à des outils d'analyse fondamentale par exemple. J'aime bien dire souvent, NextWise c'est un peu comme votre smartphone. Ce que j'ai comme application sur mon smartphone est différent de ce que Eric a, par exemple. NextWise, c'est pareil, vous allez faire votre sélection, vous allez créer votre profil, puisque vous allez voir, vous avez la possibilité d'épingler, un peu comme sur Instagram, de partager, de commenter, tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser ce feed d'informations. Et à côté de l'information, vous avez donc cette communauté qui est très importante pour nous. Vous avez la possibilité de suivre des profils individuels, donc vous verrez tout ce qu'ils postent sur votre feed individuel, de suivre des clubs, vous verrez tout ce qu'ils postent sur votre feed de club. Et si vous avez envie de suivre personne, c'est encore votre choix. Vous n'avez qu'à vous connecter au feed communauté, vous verrez apparaître là tous les posts de toute la communauté NextWise. Et encore une fois, vous pouvez interagir avec cette communauté. Petit clin d'œil, la bourse c'est fun aussi, l'économie et la finance c'est fun aussi. Là vous avez par exemple un de nos influenceurs qui avait remporté un cadeau de la part de notre sponsor L'Oréal.
vous allez faire un quiz, et en fait, les gagnants, ils ont envoyé un sac de produits de luxe, donc il a reçu chez lui, il était super content, il a posté sur Nextwise, et les Wisers l'ont commenté. Donc Nextwise, c'est aussi ça, et c'est important pour nous. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit alors? Les informations boursières vous sont fournies de la part de notre partenaire Euronext. Nous sommes très heureux parce que ça y est, on ouvre aux 7 pays que couvre Euronext en Europe. Donc les titres vifs et les ETF. Alors bien sûr, dans les ETF, vous allez trouver des produits qui sont hors Europe, mais c'est votre choix de faire vos achats comme vous le voulez. On a simplifié le processus, donc vous avez un overview des informations les plus pertinentes. Vous avez un bouton achat, un bouton vente. Et justement, Serge parlait de ESG. Eh bien, très bientôt sur la plateforme, vous allez avoir un nouveau petit bouton ESG qui va vous permettre par valeur d'accéder à toutes les informations concernant l'ESG qu'a récolté Euronext encore une fois dessus. Donc, c'est pas un scoring, pas encore, on va y arriver, j'en suis sûre, on va y travailler, mais ça vous donne donc des informations pertinentes à ce niveau-là pour vous permettre de parfaire votre connaissance sur la société et peut-être d'acheter ou de vendre cette action. Des outils, je vais vite comme ça, je vais essayer d'expliquer un des outils qui sont gratuitement mis à votre disposition à travers la plateforme. Encore une fois, je remercie nos partenaires et nos sponsors, puisque sans eux, nous n'aurions pas la capacité de vous mettre gratuitement ces outils à votre disposition et de rendre la plateforme gratuite pour vous, donc merci encore. Karim va vous parler d'Actimum, mais vous avez par exemple un abonnement gratuit à investir, ou encore Valdata, ça vous permet de recevoir des notifications en temps réel sur des valeurs haussières ou baissières. Donc encore une fois, on joue sur le real time, vous avez un paramétrage, vous choisissez les actions qui vous intéressent, vous recevez une notif sur votre montre, action par action. Voilà. Nouveauté par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que moi je suis très présente sur la plateforme et je vous demande, je vous en supplie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, faites-m'en part. Quand il y a un truc qui va bien aussi, faites-m'en part, ça fait toujours plaisir. Mais quand il y a un truc qui ne va pas, faites-m'en part. Parce qu'en fait, depuis le début, Nextwise est conçu par et pour vous. Donc tous les mois, tous les ans, on essaye d'améliorer les fonctionnalités, l'UX, parce que vous êtes les meilleurs à nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et l'année dernière, ce qui n'allait pas, c'est qu'on ne comprenait pas trop les critères quantitatifs, les critères qualitatifs. Ok, on est noté sur les deux, 50-50, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une solution. À partir du 1er novembre, vous aurez le premier palmarès qui va être diffusé, palmarès mensuel, et le palmarès d'ailleurs qui permettra au premier club sélectionné dans la sous-catégorie fonds d'engagement d'aller pitcher à Investir Day, mais je reviendrai dessus après. Vous allez avoir une liste déroulante avec tous les critères quantitatifs et qualitatifs. Vous allez pouvoir cliquer sur ces critères et savoir quel est le nombre de points que vous avez obtenus par critère et quel est votre classement. De cette manière, tout le long du challenge, vous êtes maître de vos forces et de vos faiblesses. Et si le critère n'est pas assez clair, vous avez un petit bouton. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur le fil Apprendre et on va vous expliquer en quoi cela consiste, de manière à ce que vous compreniez vraiment et que vous puissiez améliorer. Bon, là, on vous donne quand même pas mal de choses pour réussir à monter dans le classement, donc je compte sur vous. J'ai plus en tête ma phrase, en fait. Les conférences et les pitch battles, donc oui, chaque année, on organise, bien qu'on soit une plateforme axée sur le digital au maximum, on organise des événements pour vous permettre d'entrer en relation avec les professionnels de l'investissement. Donc on a 4 événements. Le premier donc, est à Investir Day sur un ring au Carrousel du Louvre. C'est plutôt une belle expérience, je pense, à vivre, plutôt sympa. Dans la bienveillance, les membres du jury présents sont là pour vous accompagner, pour vous aider, mais c'est une belle situation. Encore une fois, rien n'est obligatoire sur Nextwise. Si vous souhaitez que votre club participe, vous dites oui. Si vous n'en avez pas envie, vous dites non. Vous ne lâchez pas 2 jours avant quand même. Mais voilà, c'est rien d'obligatoire et c'est pas parce que vous pitchez que vous avez plus de chances de remporter le challenge ou pas. Donc 4 dates. Investir Day, Orange, qui nous accueille dans leur magnifique siège à Issy-les-Moulineaux, l'AFG, qui nous accueille également, et bien sûr, Euronext Paris, avec une cérémonie de clôture et une belle cérémonie en présence de Delphine Martit. Et je tiens ici à remercier tous nos partenaires et nos sponsors qui nous permettent d'organiser ces événements et qui nous permettent justement d'entrer dans le vrai monde et de rencontrer ces personnes in real life. Des jeux concours qui sont organisés tout le long. Alors on a un outil quiz en fait qui est mis à disposition de nos partenaires.
Et s'ils le souhaitent, ils peuvent décider de vous faire gagner quelque chose. Donc on avait par exemple le Thermador Group qui a invité des étudiants à passer les matinées avec le PDG, au cœur même de leur usine. Ou alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une petite photo d'un de nos heureux gagnants qui a remporté des cadeaux L'Oréal. Donc je ne saurais pas vous dire encore quels seront les jeux concours à venir, mais vous recevez une notification, vous savez tout ce qu'il faut pour pouvoir y participer. Les stages, l'AFG, eh bien depuis 2 ans maintenant, c'est la 2e année que l'AFG propose aux participants du Next Challenge de déposer directement sur l'application leur CV pour un stage qui va être proposé, en fait, votre CV pardon, va être proposé aux sociétés membres de l'AFG. On est parti du principe où si vous vous investissez autant dans le Next Challenge, si vous avez un attrait pour l'économie et la finance, que vous soyez bon, que vous soyez groupé, vous avez un attrait pour, vous avez envie, et le plus important c'est d'avoir envie. Donc on a décidé de mettre votre CV un peu sur le pied, la pile au-dessus. Bon, on ne vous garantit pas que vous obtenez votre stage, ça c'est votre job à vous après de l'obtenir, mais voilà une petite aide de la part de NextWise, et c'est vrai que du coup, sur le CV, apparemment ça fait plutôt bien d'avoir fait le Next Challenge, donc n'hésitez pas à postuler. À partir du 7 octobre, ce sera disponible sur la plateforme, et encore une fois, vous recevez une notif, donc don't worry. Si j'ai pas réussi à vous convaincre, voilà les lots que vous pouvez remporter à l'issue de ces près de 7 mois de challenge. Donc ce sont des lots qui sont distribués par rapport à votre mode de participation. Bien sûr, ceux qui sont en esprit de meute ou en fonds d'engagement vont davantage s'investir au sein de la communauté sur la plateforme, donc sont mieux entre guillemets récompensés, mais ça n'empêche que c'est toujours sympathique de repartir avant les vacances avec une petite somme, remporter au bout de un peu plus de 6 mois de compétition. Et petit focus, meilleure vidéo de présentation flat, comme je vous ai dit, l'important c'est pas uniquement la bourse, acheter, vendre, etc. C'est une aventure qu'on souhaite, on souhaite que vous rentriez dans cette aventure avec nous. Et les clubs qui le souhaitent, au début du challenge, peuvent réaliser une vidéo sur qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés, quelles sont leurs visions, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Cette vidéo sera soumise au vote de toute la communauté NextWise. Et le 11 avril, la vidéo qui aura obtenu le plus de recommandations de la part de la communauté obtiendra le lot, une récompense financière de 600 €. Et cette vidéo sera diffusée de concert dans Next Paris et sur nos différentes chaînes pour leur dire bravo, parce qu'on a eu de très très belles réalisations jusque-là. Vous aurez une cérémonie de clôture et une remise de prix auxquelles les lauréats seront bien sûr invités, mais pas que. On vous invite à visiter la salle de surveillance, on vous invite à visiter le musée de la bourse, et c'est en présence de Mme Delphine Damarzi, CEO d'Ornex, que cette cérémonie aura lieu. Donc c'est un moment qui est plutôt sympa. Moi j'ai eu des personnes qui ne s'étaient jamais imaginé pouvoir mettre les pieds à la bourse de Paris pour visiter la salle de sur, qui ont découvert des choses, il y en a d'autres qui ont toujours rêvé de le faire, c'est l'occasion de le faire. Donc voilà, on essaie de pousser au maximum l'expérience pour vous. Et la télécommande a rendu là. Et justement, c'est le moment de laisser la parole à Karine. Merci Karine, désolée, j'ai essayé de faire vite. Qui va donc vous parler plus précisément de l'outil analyse de risque Aptimum qui est à disposition donc qui est donc à disposition gratuitement sur la plateforme. Et Karine, je te laisse. Alors, bonsoir à tous, je vais vous parler donc du fameux rapport Aptimum. Je vais essayer de ne pas vous effrayer. Donc Aptimum est partenaire du Next Challenge depuis l'origine, depuis 2020, et donc on met à disposition des clubs participants et des individus des rapports de risque qui vont vous permettre de piloter les risques de vos portefeuilles. Alors, en 2 mots, la Galaxy Aptimum, c'est plusieurs solutions. Donc, la première société qui a été créée par François Chauvet en 91, c'est Aptimum Conseil, qui distribue la solution de risque de marché APT. D'abord en France, puis en Europe francophone, et maintenant un petit peu au-delà. Et l'expertise, en fait, s'est étendue à d'autres solutions, notamment FundClass, qui est une agence de notation des fonds et qui va donc être utilisée
par des multi-managers, des sélectionneurs de fonds, et depuis 2014, une gamme d'indices FCI à destination des asset managers. Alors ce que vous voyez, c'est que le point commun en fait de toutes ces solutions qui vont servir le buy side, c'est la solution de risque APT. APT qui est édité par la société FIS. Donc FIS, c'est la plus grosse fintech au monde qui édite des centaines de solutions pour l'industrie bancaire. Et donc APT, c'est un système de risque qui utilise une approche multifactorielle statistique pour couvrir le risque de toutes les classes d'actifs, qui va être utilisé aussi bien par des risque managers qui vont chercher à mesurer leur risque, mais aussi par des gérants de portefeuille qui vont l'utiliser pour construire des portefeuilles. Et donc ce sont ces outils qu'on va vous mettre à disposition sous forme de rapport de risque. Alors pourquoi c'est important de contrôler ces risques lorsqu'on gère un portefeuille ? Si vous prenez, si vous choisissez de ne pas prendre de risque, alors à ce moment-là, vous allez investir sur des placements sans risque. Donc, à supposer que le taux sans risque soit de 2% par an, sur une durée de 10 ans, vous allez gagner au bout de 10 ans un peu plus de 20%. Comme vous êtes des gérants ambitieux, vous allez chercher à générer un rendement supérieur à ces 2%. Donc supposons que vous cherchiez à capter la prime de risque action, qui est de 7% par an. Donc, au bout de 10 ans, vous allez multiplier votre capital initial par 2. Seulement, la contrepartie de ce rendement supérieur, c'est un risque qui va être pris. Et donc, un risque qu'on peut représenter avec ces enveloppes de risque qui vont représenter, matérialiser l'incertitude que vous avez autour de cette trajectoire de 7%. Ce sont les fameuses enveloppes de risque dont parlait Eric Pinon tout à l'heure et qui vont vous permettre de faire apparaître deux notions. La notion d'horizon d'investissement, vous voyez qu'il faut un certain temps avant de pouvoir récupérer son capital dans des scénarios qui peuvent être adverses. Donc 7 à 10 ans, si vous êtes sur un univers action avec une volatilité annualisée de 15%. Et une autre notion qui est la notion de perte maximale, maximum drawdown. Et donc, si vous êtes investi sur des actions, vous pouvez à un certain moment perdre 30%, voire plus. Donc, c'est important de calculer son risque parce que ça permet a priori de savoir jusqu'où votre performance va pouvoir descendre. Et donc, le premier état qu'on va vous mettre à disposition, c'est un bubble chart qui va vous permettre d'avoir votre positionnement concurrentiel parmi tous les clubs participants. Donc, vous avez deux dimensions, la notion de performance sur l'axe des Y et puis la notion de risque sur l'axe horizontal. En vert, vous avez le portefeuille consolidé de l'ensemble des clubs participants et en bleu, l'ensemble des clubs participants uniquement sur leur partie investie, donc en excluant le cash. Donc c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir où vous vous situez en termes de performance et de risque. Et donc, vous allez être jugé aussi sur ce critère, c'est-à-dire qu'on va préférer un club qui va générer une meilleure performance pour un niveau de risque qui va être moins. Donc là, vous voyez qu'il y a grosso modo 3 groupes. Un groupe avec des clubs qui vont être plutôt faiblement investis, donc à droite de la bulle verte. Entre la bulle verte et la bulle bleue, des clubs qui vont être plutôt bien investis, puis des clubs qui vont prendre aussi beaucoup de risques, qui vont se situer plus à droite du graphique. Donc ce graphique, on le met à disposition des clubs, mais aussi des individus. Et donc ici, vous avez la même représentation pour les individus. Donc il y a beaucoup plus de bulles. Vous observez aussi qu'il y a beaucoup plus de dispersion. Et si vous regardez attentivement, vous allez pouvoir identifier un point, qui est celui-ci. Donc c'est un individu qui a une performance sur la période, donc au bout de quelques mois, de moins 90%, quasiment. Alors comment on fait pour obtenir une performance de moins 90%? C'est pas le but, challenge. La seule... C'est pas le doping, Serge, rassure-toi.
la seule et l'unique façon d'arriver à cette performance, c'est de ne pas contrôler ces risques, de ne pas diversifier. Donc, en l'occurrence, pour arriver à cette performance, il faut acheter un titre, seulement un titre, et pas de chance tomber sur le titre qui va perdre l'intégralité de sa valorisation. Donc on commence à comprendre la nécessité de diversifier et d'aller au-delà du simple chiffre de risque, mais de comprendre toutes les dimensions du risque. Et donc on va pour ça vous mettre à disposition un deuxième rapport. C'est ce fameux rapport qui est, voilà, avec toutes les couleurs et plein de chiffres. Donc on va le dérouler rapidement, mais on pourra y passer plus de temps lors de sessions plus approfondies. Donc c'est un two-pager qui va vous permettre d'avoir une vision plus détaillée de vos risques. Donc avec 5 sections. Donc la première section qui vous donne les indicateurs de risque top level, donc à la fois au niveau de votre portefeuille, mais aussi du benchmark. Donc le benchmark, je rappelle, c'est l'ensemble des clubs participants, l'agrégation. Donc ça va vous permettre de voir si votre niveau de risque est supérieur ou inférieur à cette référence. Quelle est la nature de votre risque? Est-ce que vous prenez plutôt des risques systématiques, c'est-à-dire des risques de marché, ou des risques spécifiques qui vont être liés à la sélection de titres? Le deuxième tableau, juste en dessous, donc des indicateurs de VaR et de CVaR, donc sur les pertes extrêmes de votre portefeuille, et puis des indicateurs de diversification, donc le nombre de titres, le nombre effectif de titres, parce que c'est pas parce que vous avez 30 titres dans votre portefeuille que vous avez en nombre effectif 30. Si vous prenez un indice, par exemple, comme le FCI USA 500, qui contient 500 titres et qui est représentatif des marchés américains, en nombre effectif de titres, vous n'en avez qu'une soixantaine, parce qu'il y a des titres qui représentent une pondération très importante. Le ratio de diversification, et puis sur la partie droite, vous allez avoir les indicateurs de risque relatifs qui vont vous permettre de vous positionner, de voir si vous prenez beaucoup de risques par rapport à la moyenne de la population. Donc ici, vous avez un risque relatif de 6%, donc une tracking error de 6,9% même. Donc on a ici sur un club qui a une gestion plutôt active et qu'on va pouvoir expliquer avec des sous-indicateurs comme le bêta, la corrélation. Donc ici on a un bêta qui est faible, qui est de 0,86 et qui indique donc un caractère plutôt défensif pour ce portefeuille. Si on descend, on va avoir une décomposition de la volatilité, donc risque absolu, et de la tracking error, risque relatif, par position. Donc ça va être intéressant de vérifier que au-delà des pondérations, on ne va pas avoir de concentration sur certaines positions. Par exemple, Total de ce portefeuille représente 8% de la valorisation du portefeuille. En risque, ça représente 13% de la volatilité du portefeuille. Donc c'est un peu plus, c'est pas très important, donc il y a quand même une certaine maîtrise de la diversification, il n'y a pas une trop forte concentration. En relatif, on voit que ce qui explique le différentiel entre le portefeuille et le benchmark, c'est notamment le fait de sous-pondérer certains titres du CAC 40, BNP, LVMH, AXA. Donc ça vous permet d'expliquer cette différence. Deuxième indicateur au niveau des titres, ça, là on était sur les contributions au risque. Maintenant, on va parler de contribution marginale au risque. Alors ça, c'est un indicateur très important lorsque vous voulez gérer votre risque. La contribution marginale au risque, c'est le surcroît de risque que vous allez apporter à votre portefeuille pour une variation infinitésimale du poids de la position. Et donc, si vous avez, par exemple, pour Total, une contribution de 32% et pour NJ de 20%, si vous augmentez NJ par arbitrage de Total, vous allez réduire la volatilité de votre portefeuille. Parce que vous allez acheter un titre qui a une contribution marginale faible et en vendre un qui a une contribution marginale importante. Et donc c'est intéressant parce que selon ce que vous souhaitez faire, positionner le curseur, augmenter ou réduire le risque, vous allez pouvoir trouver les trades les plus efficaces pour augmenter ou réduire le niveau de risque. L'autre intérêt de cet indicateur, c'est que ça va vous permettre de déterminer les préférences implicites de votre portefeuille. Supposons que vous préfériez le titre NJ au titre Total Energy.
Préférer, ça veut dire attendre un rendement plus important. Et à ce moment-là, en même temps que vous allez procéder à votre trade, qui va vous permettre effectivement de réduire votre volatilité, vous allez augmenter votre rendement attendu. Et donc, si vous êtes un investisseur rationnel, vous allez être content parce que vous réduisez votre risque et vous augmentez votre rendement. Ce qui veut dire que si votre portefeuille est bien construit, les contributions marginales doivent être alignées avec vos préférences. Donc, si vous voyez un titre qui n'est pas dans le bon ordre, vous savez que vous pouvez y aller et l'échanger avec le titre qui a la contribution marginale la plus forte, la plus faible, selon ce que vous souhaitez faire, pour réaligner vos contributions en fonction de vos préférences. Alors, la rubrique du dessous, c'est l'agrégation de vos positions par classe d'actifs et par type d'actifs. Actions, obligations, commodities, crypto, via des fonds ou via des actions en ligne directe. Et dans le deuxième tableau, vous avez la décomposition de votre portefeuille par secteur. Donc cette analyse, elle est assez simple. Chaque titre va être rangé dans une case, dans un secteur, et vous allez faire la somme des poids des titres qui composent ce secteur pour obtenir le poids du secteur dans le portefeuille, et aussi sa contribution au risque. Alors c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant si vous voulez avoir une bonne vision de vos risques, parce que les titres vont partager du risque avec plusieurs secteurs. Si vous prenez un titre comme Stellantis, qui est dans l'industrie automobile, il va être classé en industriel, supposons, mais en réalité, il va partager du risque avec d'autres secteurs. Et donc, si vous ne le cantonnez qu'à une seule catégorie, vous allez perdre cette explication de votre risque. Et donc, le but de ces graphiques, c'est de vous permettre de savoir quels sont vos vrais paris, là où vous êtes vraiment exposé, à la fois en termes de secteur, de région et de style. Donc ça va être vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre d'anticiper le comportement de vos portefeuilles en fonction de l'évolution de ces facteurs de risque. Ce qui est fait en partie dans cette analyse, qui est une analyse de stress testing, où vous allez choquer vos portefeuilles selon des scénarios historiques ou prospectifs et voir quel serait l'impact sur leur performance en comparaison avec la performance du benchmark. Donc ici, on l'avait vu, le portefeuille avait un caractère plutôt défensif, un bêta de 0,85. Il n'est pas étonnant que les performances soient moins en absolu que les performances du benchmark qui est en rouge. On vérifie bien le caractère défensif du portefeuille. Voilà, donc ça c'est pour la partie risque. Rapport de risque qui vont vous permettre de contrôler votre niveau de risque et de vous assurer que votre portefeuille reflète réellement vos convictions. Parce que le but, quand vous avez des convictions, c'est de construire un portefeuille qui permette de jouer ces convictions. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des bonnes idées et de ne pas les avoir bien jouées parce qu'on n'a pas le portefeuille qui correspond en face. C'est la partie risque. Une autre étape du processus de gestion très importante, c'est le suivi des performances et l'explication de ces performances. C'est ce qu'expliquait Martine tout à l'heure. Vous avez votre stratégie, vous pouvez avoir des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, après il va falloir les expliquer. Un des exercices qui peut être intéressant, c'est l'attribution de performance, et donc on vous met à disposition un troisième rapport qui vous donne les performances des titres de vos portefeuilles sur différentes périodes et qui vont vous permettre d'expliquer les performances de vos portefeuilles. Voilà, j'en ai terminé avec ces rapports de risque. On est passé vite sur beaucoup de concepts. Je crois qu'on va organiser un petit peu plus tard des webinaires, des sessions pour rentrer peut-être plus dans le détail, voire pourquoi pas pour analyser vos portefeuilles avec vous. Parce que l'intérêt en fait du challenge, c'est que vous vous serviez aussi de ces outils de risque pour construire vos portefeuilles et que vous puissiez jouer aussi et voir quel est l'impact de vos actions sur vos portefeuilles sur les différents indicateurs de risque. Ce qui va vous permettre de rendre plus concret en fait ces concepts que vous avez peut-être pu aborder en cours, voir ce que ça donne dans la réalité. Je laisse le mot de la fin à Roxana. Et vous avez également la possibilité sur l'application
sur la page qui est dédiée à Actimum, de contacter un expert. Donc, vous pouvez envoyer un message directement si vous avez des questions. Sûrement Karine vous répondra. Donc, vous avez vraiment toute la disposition pour bien cibler, bien comprendre. Et en effet, on va organiser des webinaires pour vous permettre de lui poser des questions directement et de regarder one by one vos analyses de risque pour mieux les comprendre. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui, on l'a vu, aide énormément les clubs et les individuels tout au long du challenge. Et le mot de la fin, en fait, tu m'as sorti du... je ne sais pas comment on fait pour revenir. Le mot de la fin, en fait, il est voilà, parfait. Il est très très simple, le mot de la fin. Il est merci à nos sponsors et partenaires, j'insiste, parce que Nextwise est gratuit pour vous, en particulier. On est une toute petite équipe, on a recruté notre premier CDI à temps complet, Fleur là-bas, qui vient chez Fleur. Donc on est très très heureux parce que dans la vie d'une petite start-up, la première embauche, c'est un grand pas. Mais Fleur est à votre disposition si vous avez des questions. Fleur@nextwise.fr, Roxana@nextwise.fr, pas très compliqué. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à scanner le QR code parce que vous pouvez créer votre profil dès à présent. Et je vous attends sur la plateforme lundi matin pour le début de la compétition. Et je vous invite à aller prendre un verre avec l'ensemble des partenaires. Merci. Les deuxième enveloppe, sur le deuxième écart. Les étapes, c'est facile.